Ok, bonjour. Donc j'avais terminé la semaine dernière avec l'énoncé du théorème CAM que je commence à vous rappeler. Alors un des énoncés, enfin il y a plusieurs théorèmes CAM, plusieurs variantes, et on en verra d'autres. C'est ici la variante, j'ai envie de dire, principale. Il dit la chose suivante. Si on a un système hamiltonien, un hamiltonien H0, qui a un tore lagrangien alpha quasi-périodique, et je suppose que le vecteur de fréquence, alors je vais supposer que le vecteur de fréquence alpha est diophancien, ça c'est la première hypothèse, une hypothèse arithmétique sur le vecteur de fréquence. Donc diophancien, je vous rappelle, dans ce cadre, ça veut dire condition diophancienne homogène. Et une autre hypothèse, c'est que la torsion, qui, je vous rappelle, si le hamiltonien se passe dans un espace de phase de dimension 2n, la torsion est une matrice attachée au tore lagrangien, qui est une matrice n fois n, symétrique. Donc on demande que cette matrice soit inversible. Et bien sous cette hypothèse, le tore lagrangien est persistant dans le sens où effectivement pour tout hamiltonien proche de H0, on pourra trouver proche de T0 un tore lagrangien avec le même vecteur alpha, le même vecteur de fréquence, qui sera donc C infini proche de T0. Voilà, donc voilà pour l'énoncé. Alors ce que je veux faire aujourd'hui, c'est développer les outils. Je ne vais pas tout à fait arriver à la démonstration du théorème CAM, mais ça sera, ça sera le prochain cours, le tout début du prochain cours, et ça sera, avec ce que j'aurai fait aujourd'hui, il ne restera plus que 5 minutes en quelque sorte à faire la prochaine fois. Donc d'abord quelques remarques. On a vu déjà plusieurs méthodes pour résoudre les problèmes de petits diviseurs, donc les problèmes de stabilité de dynamique quasi-périodique. Alors on a vu une méthode géométrique que j'avais développée pour le diffeomorphisme du cercle et qui fonctionne aussi, mais je ne l'ai pas présenté dans ce cadre-là, pour les germes de diffeomorphisme holomorphe. Donc pour les diffeomorphismes du cercle, spécialement dans le cas analytique, il y a cette méthode de renormalisation qui fonctionne très bien pour les diffeos du cercle, mais en dimension plus grande. Et là, je ne vais pas dire qu'elle est en principe impossible à mettre en œuvre, mais il y a certainement des difficultés pratiques considérables. La raison principale étant que quand on fait donc il y avait cette suite de changements de coordonnées en quelque sorte dans cette méthode de renormalisation, où on regardait à une échelle de plus en plus petite des itérés de plus en plus grands. Alors le problème principal, c'est que dans le cadre de dimension 1, réel ou complexe, dans le cadre de dimension 1, les changements de variables sont automatiquement conformes, alors que quand on va se placer en dimension supérieure, on aura vraiment des distorsions dans les changements de variables, et contrôler la distorsion des compositions de changements de variables devient quelque chose de très, très délicat et qui, en tout cas, complique considérablement les choses. Donc ça, c'est pour... donc en fait, on va avoir une approche d'analyse fonctionnelle. Alors, on avait vu un exemple de l'approche d'analyse fonctionnelle quand j'ai présenté la démonstration inspirée de Hermann d'un théorème de linéarisation pour les diffeomorphismes du cercle, le théorème qui était basé sur l'utilisation de la dérivée schwarzienne. Alors, dans ce cas-là, effectivement, on était capable de se servir, du point de vue de l'analyse fonctionnelle, du théorème du point fixe usuel, dans les espaces de Banach. Alors, à vrai dire, dans le papier original, Hermann utilisait un autre théorème de point fixe, le théorème du point fixe de Schauder-Tikhonov, toujours un point fixe, malgré tout, dans des espaces de Banach. Alors, malheureusement, disons que ça n'a pas l'air possible systématiquement. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est ne pas rester dans des espaces de Banach, mais passer dans des espaces de Frechet, comme les espaces de fonction C infini, et mettre en œuvre une méthode qu'on appelle la méthode de Nash-Moser, initiée par Nash et Moser, qui est en fait une variante, en quelque sorte, de la méthode de Newton. La méthode de Newton donc, consiste à essentiellement corriger
à chaque approximation de la solution de l'équation fonctionnelle, hein, en faisant en sorte d'annuler le premier terme de la série de Taylor, et donc de rester avec le terme suivant, qui est un terme quadratique, ce qui fait qu'on a une convergence, en principe, enfin dans les bons cas en tout cas, très rapide vers la solution de l'équation cherchée. Alors, en fait, bon, on va voir hein, qu'on a des problèmes si on prend la méthode de Newton telle qu'elle, brute, hein, on aura des problèmes liés à des questions de perte de différenciabilité. On a vu que quand on cherche à résoudre les équations fonctionnelles, c'est-à-dire inverser les différentiels dans les problèmes d'inversion locale, disons, hein, on a en général, on perd des différenciabilités, hein, et donc on a des difficultés à itérer directement la méthode de Newton. Donc, ce qu'on doit faire, c'est effectivement interposer, enfin, en quelque sorte, enfin, alterner l'itération, c'est pas alterner, excusez-moi, mais enfin, c'est servir simultanément à la méthode de Newton d'opérateurs de lissage qui permettent de regagner la différentiabilité perdue. Ça va être plus clair, enfin, en tout cas, je vais expliquer ça de façon un peu plus précise, hein. Ceci étant, cette méthode de Nash-Moser, on peut la mettre en œuvre en quelque sorte, soit directement sur chaque problème, c'est-à-dire reprendre la méthode sur chaque problème, et alors c'est sans doute ce qui donne les résultats les plus précis et les plus efficaces, mais en général, c'est quand même beaucoup de travail. Donc il y a une alternative qui est d'essayer de démontrer, d'obtenir des théorèmes dans des cadres abstraits, c'est ça que je vais présenter, hein, donc d'obtenir des théorèmes d'inversion locale, des théorèmes de fonctions implicites, ça revient au même, hein, qu'on peut ensuite, alors là on souffre éventuellement un petit peu pour démontrer ces théorèmes, mais ensuite on a les théorèmes et donc on peut les appliquer directement dans une grande variété de contextes. Alors, il y a pas mal de versions de ces théorèmes, hein, et je vais présenter donc une version due à Hamilton. C'est en fait la version qui a permis à Michel Hermann de démontrer pas mal de théorèmes CAM, enfin de donner des démonstrations de pas mal de théorèmes CAM. Et donc, c'est ça que je vais expliquer. Alors, avant d'expliquer exactement cette version de théorème de fonction implicite, je voudrais passer au tableau et expliquer quand même pourquoi les choses simples, en quelque sorte, et directes ne marchent pas. Hein. Donc, je veux discuter un petit peu l'application suivante. C'est une application très, très simple et très naturelle. Hein. C'est f donne f rond f. Hein. Alors, je pourrais le regarder sur n'importe quelle variété. Hein. En l'occurrence, je vais regarder ceci sur le cercle. Hein. Donc, à valeur, a priori, dans le cercle lui-même, dans le même groupe. Voilà. Donc, je regarde cette application. Alors, bon, je vais faire un certain nombre d'observations. Hein. D'abord, si je prenais des homéomorphismes, c'est pas bon. Enfin, je veux dire, c'est pas bon. Là, c'est indépendant de l'application que je regarde. C'est ceci même qui n'est pas bon, parce que quand R est strictement positif, hein, alors si R est fini, disons si R est, je veux que ça soit des groupes, donc quand R est au moins égal à 1, à ce moment-là, alors si R est fini, j'obtiens des variétés banachiques, parce que si j'écris F sous la forme identité plus phi, demander que F soit un difféomorphisme, c'est demander que la dérivée de phi soit partout plus grande que moins 1. C'est demander que F soit strictement croissante, et donc c'est demander que la dérivée... Donc ça, c'est une condition ouverte dans la C1 topologie, donc n'importe quelle CR topologie pour R plus grand que 1. Par contre, en topologie C0, la condition sur phi pour que F soit un homéomorphisme n'est déjà plus une condition ouverte, donc je n'ai pas de bonne structure, en quelque sorte, du point de vue variété, sur le groupe des homéomorphismes du cercle. Donc ça, c'est un premier point préliminaire. Ensuite, un deuxième problème immédiat, c'est que si je regarde cette application, lorsque R est fini, j'ai effectivement, donc plus grand que 1, hein,
Donc j'ai effectivement ici une variété banachik, hein, mais j'ai un nouveau problème, cette fois-ci, c'est que l'application n'est pas différenciable. Je l'appelle Q comme carré, hein, c'est le carré de F, donc Q n'est pas différenciable. Le plus simple pour voir ça, c'est d'écrire quelle devrait être la différentielle. Hein, si j'écris F plus un accroissement infinitésimal delta F, composé avec F plus delta F, et si je calcule ce qui va sortir au premier ordre, donc en négligeant les termes d'ordre supérieur, je vais obtenir F rond F, bon, les termes d'ordre 0, ça évidemment. Hein, et puis ensuite, je vais avoir delta F rond F. Et puis un terme qui vient de F composé avec cette variation ici, donc il faut que j'écrive df rond F appliqué à delta F. Donc vous voyez le problème, ça c'est le candidat à être la différentielle, hein, cette application qui est linéaire en delta F, hein, est le candidat à être la différentielle, mais si F est de classe CR, ceci c'est seulement de classe CR-1. Hein, et donc, cette expression-là, appliquée à delta F de classe CR, ne produit pas quelque chose de classe CR. Donc, ce n'est pas différenciable. Et donc, voilà. Enfin, donc, on est mal parti du point de vue du théorème du point fixe usuel. Alors, enfin, du théorème d'inversion locale usuelle. Alors, on peut essayer de prendre R égale l'infini. Parce que si je regarde R égale l'infini, donc en classe C infini, à ce moment-là, là, il n'y a plus de problème, puisque f est de classe C infini, la différentielle, je l'ai calculée, df, f est de classe C infini, df est de classe C infini. Donc ceci définit certainement une application linéaire au niveau C infini, et de fait, hein, dans, j'ai envie de dire, tous les sens raisonnables, hein, Q est de classe C infini. Alors, donc, ça a l'air de... Et je viens d'écrire la différentielle, hein, dq au point F appliqué à delta F. Je répète la formule. C'est delta F rond F plus df rond F delta F. Alors, en particulier, vous voyez que si je prends dq en l'identité, bien, pour l'identité, ici, ça fait 1, et donc vous obtenez 2 delta F. Donc il y a difficilement une meilleure application, elle est parfaitement inversible, elle est vraiment, enfin je veux dire, facile à inverser. Hein. Malheureusement, bon, la preuve, je veux dire, c'est pas suffisant, parce qu'en fait, il est très facile de voir alors, que l'image de cette application, hein, ne contient pas un voisinage de l'identité. Donc en particulier, c'est certainement pas un difféomorphisme local, alors que le calcul de la différentielle à l'identité pourrait le laisser penser. Hein, je dis seulement le laisser penser, puisqu'on n'est pas capable d'appliquer le théorème d'inversion locale dans un espace de Banach comme ici, puisque cette fois-ci, ce n'était pas différenciable. Mais à ce niveau-là, ça devient différenciable, la différentielle est bonne, bien inversible, mais en fait, même les conclusions, enfin, je veux dire, ce n'est pas une question d'hypothèse, hein, c'est une question de conclusion, ça ne sera pas un difféomorphisme local. En effet, si je définis un difféomorphisme de la façon suivante, 1 sur Q plus epsilon sinus carré pi Qx, donc voilà un difféomorphisme dépendant de deux paramètres, epsilon et Q. Q est un entier. Donc je vais prendre Q un entier beaucoup plus grand que 1, et ensuite, seulement, je prends epsilon extrêmement petit. L'idée, c'est que donc, je veux que le difféomorphisme soit proche de l'identité, donc il faut que je prenne Q grand, epsilon petit, et je veux que ça soit proche de l'identité dans la C infini topologie, il y a des puissances de Q qui sortent ici en dérivant, hein, et donc je dois prendre epsilon suffisamment petit pour contrôler, enfin, contrecarrer ces puissances de Q. Donc ceci,
avec des choix appropriés de Q et de epsilon, hein, est arbitrairement proche de l'identité. Or, si vous regardez ceci, vous voyez que le nombre de rotations de ceci, c'est 1 sur Q. Et 1 sur Q, en fait, vous avez une orbite périodique. Alors, je pourrais... qui est formée des points de la forme J sur Q, hein, J variant, puisque c'est le seul endroit, en quelque sorte, qui annule ce terme-là. Ce terme-là est positif, sauf le long de cette orbite périodique. Donc, si j'essaye de faire un dessin de la dynamique de cette application f epsilon q, alors je ne prends pas q très grand parce que j'aurais du mal. Hein, donc voilà q égale 5. Hein, j'aurais typiquement une dynamique qui est comme ça. Donc, l'orbite périodique de période 5, enfin, en l'occurrence de période Q, hein, et sinon, donc, les points ont tendance toujours à... Enfin, je veux dire, ce terme-là est toujours positif, autrement, hein, ce qui veut dire que, par exemple, un point là, bon, premièrement, on doit faire plus 1 sur Q, puis ensuite avancer un peu, puis plus 1 sur Q, puis avancer un peu. Donc, l'itérer Qm de ceci, hein, va avoir ses points fixes, et puis sinon les orbites vont d'un point fixe au suivant, sous itération. Donc voilà une dynamique très simple, mais je prétends que ceci ne peut pas être le carré. Alors c'est même pas le carré de quelque chose de... C'est infini en l'occurrence, c'est même pas le carré d'un homéomorphisme. Alors d'un homéomorphisme proche de l'identité. En effet, si je pouvais écrire epsilon q égale G au carré, avec G proche de l'identité, eh bien, le nombre de rotations de G, comme le nombre de rotations de G2, c'est 1 sur Q, et que le nombre de rotations de G2, c'est 2 fois le nombre de rotations de G, hein, le nombre de rotations de G, c'est forcément 1 sur 2Q. Et donc, si le nombre de rotations de G est 1 sur 2Q, il y a au moins, peut-être plus, mais il y a au moins, alors, donc avec Q égale 5, ça serait 10, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a quelque part, pour G, une orbite périodique de période 10. Hein, mais si G a une orbite périodique de période 10 qui tourne comme ça, ça veut dire chaque point est envoyé sur le suivant. Mais donc, si ceci se produit pour G, alors pour G au carré, ben, je vais obtenir au moins 2 orbites périodiques. Hein, voilà, de période 5 cette fois-ci. Puisque, évidemment, les 10 points de l'orbite se répartissent en 2 orbites de période 5, alors que F n'avait qu'une orbite périodique de période 5. Donc, cet homéomorphisme, enfin, ce difféomorphisme, analytique, tout ce qu'on veut, hein, ne peut même pas être le carré d'un homéomorphisme, et il est arbitrairement proche de l'identité. Donc, ça veut dire que cette application-là... il ne peut pas y avoir une version quelle qu'elle soit auquel on puisse appliquer un théorème d'inversion locale, malgré que sa différentielle, alors dans un espace adéquat, mais que sa différentielle soit aussi bonne que possible. Donc c'est juste pour dire qu'il y a un problème, je vais dire, qu'il va falloir contourner, et en tout cas, il y a des situations où on ne pourra simplement pas appliquer de théorème d'inversion locale. OK, alors maintenant je reviens, là c'est l'aspect négatif des choses, hein, si on veut. Alors, c'est juste pour justifier que c'est nécessairement un contexte assez différent, enfin je veux dire assez spécifique pour qu'on arrive à appliquer un théorème d'inversion locale. Ça ne doit pas pouvoir se produire dans cette situation. Alors, donc, le contexte, donc, il y a des objets qui seront... Alors, c'est des espaces de Fréchet qui sont, en général, enfin, soit des espaces de dimension finie, mais là, ça c'est pas très... Enfin, c'est trivial, hein, soit des espaces qui ressemblent à des espaces de fonctions de classe C infinie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon espace de Fréchet ? Donc, c'est un espace vectoriel topologique avec une suite croissante de normes. Hein, donc typiquement, il faut penser que ceci ça sera la norme CR, enfin c'est le transparent suivant, mais et je veux que
donc ça soit complet pour cette norme, hein, et que donc il y a une famille d'opérateurs linéaires de E dans E, hein, enfin excusez-moi, je ne l'ai pas bien dit ici, bon, enfin une famille d'opérateurs linéaires de E dans E, hein, qui sont qu'on appelle opérateurs de lissage ou d'approximation suivant les contextes. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes opérateurs, mais avec deux noms différents. Alors, pourquoi lissage et approximation? Alors, t va tendre vers l'infini. On commence à t égale 1, mais enfin, ça, c'est-à-dire que c'est un opérateur de lissage dans ce sens où si je prends un objet, enfin un x, que je mesure avec la norme S, eh bien, je peux le lisser, c'est-à-dire le rendre R est plus grand que S. Hein. Donc, l'ayant lissé, j'ai S de Tx dans la norme CR, hein, mais alors évidemment, j'ai un prix à payer, donc une puissance positive de T, hein, donc ici, en général, un grand nombre ici, hein, mais j'ai quand même contrôlé une norme élevée à partir d'une norme basse. Hein. Donc ça, c'est le côté lissage. Et puis le côté approximation, il est là, donc c'est le même S de T, bien sûr. Hein, c'est approximation, puisque cette fois-ci, bon, S est toujours plus petit que R. Donc maintenant, la puissance que j'ai ici est négative, donc ceci est petit. Hein, est petit, mais par contre, évidemment, je contrôle seulement une norme CS. Et pour contrôler cette norme CS, il me faut contrôler la norme CR, donc plus élevée de X. Voilà. Bon, alors donc le modèle, là, donc le modèle, c'est... Alors, je vais toujours avoir le tort, en fait, c'est pour ça que j'ai mis directement C infini de Tn. Il faut quand même, pour être tranquille, enfin, il faut mieux avoir des variétés compactes. Mais ici, ça va toujours être le tort. Comme je l'ai dit avant, la norme R, ça sera juste la norme CR. Donc j'ai choisi ici la max, vous prenez la somme si vous préférez. Hein, mais enfin, je prends toutes les dérivées partielles d'ordre O plus R. Hein, et donc je mets la norme C0 de ces dérivées partielles. Alors pour les opérateurs d'approximation, il y a le truc usuel de l'analyse harmonique en quelque sorte. Donc je construis une fonction qui. Alors je construis une fonction qui par sa transformée de Fourier. La transformée de Fourier qui chapeau, hein, donc qui sera une fonction C infini sur Rn, et donc une fonction à support compact dans -1 puissance n. Elle est identiquement égale à 1 sur le carré, enfin le cube de diamètre moitié, hein, et elle est à valeur dans 0,1, positive. Donc je prends, qui est donc la transformée de Fourier inverse de qui chapeau, hein, et ensuite je fais le changement d'échelle. Hein. Je fais le changement d'échelle et les opérateurs de lissage sont donnés par convolution. Hein, c'est-à-dire, étant donné une fonction phi Zn périodique, donc une fonction sur Tn, fonction Zn périodique, je prends sa convolution avec qui indice T, hein, j'ai juste rappelé la formule, ceci, et les propriétés élémentaires de la convolution, hein, je veux dire, c'est un petit calcul facile à partir de ces formules, vous donneront les inégalités que j'ai indiquées précédemment sur les opérateurs de lissage, S de T. Bon, alors il y a une conséquence immédiate de l'existence de ces opérateurs de lissage, hein, c'est les inégalités dites de Hadamard, l'interpolation de Hadamard. Donc si j'ai un bon espace de Fréchet, hein, si on se donne 3 entiers, puisque j'ai choisi ici, mais ça serait aussi valable avec des nombres réels si j'étais dans un contexte où j'utilise des nombres indexés par les réels, mais enfin ici je n'utilise que des entiers pour indexer les normes. Donc R0, R1 et R, une valeur intermédiaire. Donc j'écris R comme une combinaison convexe de R0 et R1, UR0 plus 1 moins UR1. Hein, et à ce moment-là, la norme CR de X est contrôlée, hein, de façon convexe, log convexe, je devrais dire, hein, par les normes R0 et les normes R1 du même vecteur X, de la même fonction X. Bon, il y a une constante qui dépend, en fait, il y a certains choix de normes quand j'ai fait avec les normes C alpha, donc il y a toujours des constantes, ça c'est sans grande importance. La démonstration est très, très simple, puisqu'on se sert des opérateurs S de T, hein, pour décomposer X en S de Tx et puis S de Tx moins X, bon, ça d'accord.
Ensuite, on utilise les deux propriétés. Donc la propriété de lissage ici, où donc t vient avec une puissance positive, la propriété d'approximation où t vient avec une puissance négative, et ensuite on optimise en t. Quand vous cherchez à minimiser cette quantité pour t plus grand que 1, vous obtiendrez quelque chose qui est ici avec une constante appropriée. Voilà, donc opérateur de lissage, inégalité de Hadamard. Alors ça, c'est en quelque sorte les espaces où on va travailler. Donc les espaces de fonction C infini sont parfaitement bien pour ça, sur Tn en tout cas. Alors, en général, ensuite, il y a une notion de différenciation, enfin de différenciabilité plutôt, qui est en quelque sorte qui est la même que la notion usuelle en dimension finie, mais en dimension infinie, on n'aime pas regarder des espaces, je veux dire, de façon classique. Si je suis dans un cadre bannachique, si j'ai une application entre deux espaces de Banach E et F, on pensera la différentielle en un point x0 comme étant une application linéaire de E dans F. Et donc on pensera à l'application différentielle comme étant une application du domaine de l'application petit f vers l'espace des applications linéaires de E dans F. Donc ça c'est, disons, ce qu'on fait classiquement dans le cadre bannachique. C'est assez désagréable dans le cadre fréchétique, enfin dans le cadre où on se trouve, parce qu'on n'arrivera pas à mettre une bonne structure sur l'espace des applications linéaires de E dans F, du moins une structure qui ressemble à celle qu'on vient de mettre sur l'espace des fonctions C infini, etc. Donc, en fait, on a un autre point de vue qui repose sur la différenciabilité au sens de gâteau. Donc, cette fois-ci, j'ai des espaces vectoriels topologiques qui seront dans un moment des bons espaces de Fréchet. Pour la définition, je n'ai pas besoin de ça. Donc, j'ai eu le domaine d'une application petit f. Et donc, je vais dire qu'elle est, alors, on définit d'abord de classe C1, de classe C1 au sens de gâteau, ou gâteau C1. Alors, vous voyez la différence, c'est que cette fois-ci, je considère la différentielle, alors c'est la différentielle au point x dans la direction y. Donc, je considère, j'ai toujours une application de E dans F, définie sur un ouvert U de E, mais maintenant, la différentielle sera une application de U fois E, oui, à valeur dans F. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Donc, elle sera, comme d'habitude, si j'ose dire, linéaire en Y, continue parce que je veux que ça soit C1, continue, et donc elle vérifie la propriété usuelle d'une différentielle, df de xy, donc cette limite, donc c'est une limite le long de la direction y. Je ne demande pas de choses uniformes en quelque sorte ici. Ceci étant, je demande quand même que l'application df soit continue et linéaire en y en particulier. Je veux dire, je ne permets pas de la pathologie comme ceci. Alors, une fois qu'on a la définition de gâteau C1, on a tout de suite, par récurrence, la définition de gâteau CK, puisque on a une application df qui est de la même forme, en quelque sorte, de U fois E dans F. Et donc, on fait la définition usuelle pour gâteau CK. Et donc, juste, c'est un petit exercice de vérifier qu'en dimension finie, c'est-à-dire l'espace de départ, l'espace d'arrivée, il ne joue aucun rôle là-dedans, en quelque sorte, mais l'espace de départ, quand il est de dimension finie, cette notion de différenciabilité, c'est la notion usuelle. Donc, c'est seulement en dimension infinie qu'il faut faire un peu attention et que ce n'est pas tout à fait les mêmes... qu'il faut faire attention de quoi on parle. OK, alors, donc, j'ai la notion de différenciabilité, mais ça ne sera pas suffisant d'avoir, des bons espaces de Fréchet et des applications gâteaux différenciables. Il y a une condition supplémentaire, donc, qui était, je crois, introduite par Hamilton dans ce cadre-là, qui est, donc, j'ai des bons espaces de Fréchet, une application définie sur un ouvert de E à valeur dans F. Je vais dire que l'application est bonne. Alors en anglais, c'est tame pour les gens qui... C'est juste du point de vue de la lecture. Ce n'est pas forcément une traduction excellente, mais enfin, je veux dire, c'est la terminologie qui s'est imposée. Donc l'application est bonne.
Donc si on contrôle, donc c'est une question de contrôle par une perte fixée de différenciabilité. Je veux contrôler f de x au voisinage d'un point x0. Hein, de toute façon, les énoncés seront des énoncés locaux. Hein, je veux dire, il n'y aura pas de théorie globale. Donc ça sera toujours au voisinage d'un point donné. Donc je veux contrôler la norme CR, enfin la norme d'indice R au voisinage de x0, de l'image, hein, par alors une constante, parce que ici f n'a rien de linéaire, donc la constante c'est juste pour tenir compte que il n'y a pas de raison que la norme soit... Je veux dire, cette norme-là pourrait s'annuler si x égale 0, mais il n'y a pas de raison que f de x s'annule. Hein, donc une constante, mais surtout, l'important, c'est ici la norme c'est R plus R0 hein, de x. Donc il y a une perte de différenciabilité, mais une perte de différenciabilité fixée, R0. La même pour chaque R. C'est ça le point crucial. Hein, et donc je dois avoir ça pour tout x au voisinage de V, et donc pour tout R. Hein. OK. Donc ça, c'est pour une bonne, j'ai envie de dire, enfin de classe C0. Je ne parlerai jamais de classe C0, mais je veux dire sans différentiabilité. En classe CK, donc si j'ai une application, je dirais que f est bonne de classe, l'application est bonne de classe CK, hein, si elle est d'une part gâteau CK au sens du slide précédent, hein, et toutes les dérivées jusqu'à l'ordre K hein, sont de bonnes applications. Voilà, alors là on a tous les concepts en quelque sorte pour énoncer le théorème d'inversion locale de Hamilton. Ceci étant, avant de l'énoncer, je vais faire quand même quelques remarques pour comment manipuler ces concepts. Alors, je ne veux pas faire un cours, enfin, je veux dire, je ne veux pas y passer trop de temps non plus. Donc, il y a beaucoup plus de choses à dire que je n'en dis, mais enfin, j'en dis quelques-unes. Hein, alors, d'abord, si j'ai deux bons espaces de Fréchet, hein, le produit est aussi un bon espace de Fréchet. Hein, ça, il suffit de prendre le sub des normes R ici et le produit des opérateurs. Enfin, j'ai donné le même nom S de t pour l'opérateur sur E1 et sur E2. Enfin, je veux dire, de faire le produit des opérateurs de lissage avec la même valeur de t. Ensuite, alors une petite remarque. Alors, de la façon dont je m'y suis pris, je veux dire de définir les dérivées d'ordre successif. Hein, on a rapidement quelque chose, je m'arrête ici juste à la dérivée seconde, mais bien sûr, ça voudrait aussi être dérivée d'ordre supérieur. Les choses deviennent rapidement formellement insortables, mais enfin, c'est seulement formellement. Je veux dire, il n'y a pas de... Puisque si j'ai une application gâteau C2, donc la dérivée première, on a vu que c'était une application de U fois E dans F. Okay, donc formellement, la dérivée seconde, qui est la dérivée de la dérivée, hein, ça serait une application de U fois E, qui est le domaine de df, fois E, qui est l'espace qui contient U fois E, enfin, l'espace qui supporte ceci, à valeur dans F. Donc il y a trois variables ici, ça en fait beaucoup, enfin, ça en fait en tout cas une de trop par rapport à ce qu'on a l'habitude de manipuler pour une dérivée seconde. En fait, ce qui se passe, c'est que comme l'application, la première dérivée est linéaire par rapport à la seconde variable, y, hein, quand on calcule formellement cette application que je viens d'écrire, donc en x, y0 appliqué à un vecteur y1z, donc y1 c'est la variation de x, z c'est la variation de y0, ben, la linéarité par rapport à y0 fait qu'en fait cette application se décompose en une partie qui est seulement, enfin qui est une partie que je connais déjà, qui est la dérivée première, hein, donc que je vais pouvoir oublier, enfin je veux dire qu'il n'y a pas d'intérêt, et la partie qui est vraiment la partie de dérivée seconde, hein, qui est celle-là, où vous retrouvez une application qui est en fait symétrique, bilinéaire symétrique par rapport à y0 et y1. Donc, enfin je veux dire, c'est la partie, j'ai envie de dire, essentielle ou principale de la dérivée seconde, celle-là étant juste une décoration qui est liée à la définition qu'on a prise pour les dérivées d'ordre successif. Alors ensuite, ici c'est juste pour observer que quand je vais avoir à manipuler, puisqu'on va vouloir inverser des différentiels,
Hein. Les différentiels sont des applications linéaires par rapport à la deuxième variable, et les applications inverses sont aussi des applications linéaires par rapport à la deuxième variable. Enfin, on les appellera typiquement L. Pour le moment, je considère simplement L a priori une application donc, qui va d'un produit U fois E1 dans un autre espace F, hein, linéaire dans la deuxième variable, Y. Hein, et donc, simplement, si on regarde la définition d'une bonne application, cette définition, en quelque sorte, se simplifie un petit peu à cause de la linéarité. C'est-à-dire qu'on a... bon, je vous laisse faire le calcul, ça ne sert à rien, je pense que je le fasse au tableau, mais ce qui se passe, c'est qu'on va appliquer la définition d'une bonne application en un point x0, 0. Hein. Donc on aura un voisinage de ce point x0, 0. Alors ce voisinage, par définition d'un voisinage avec la famille de normes, hein, ça veut dire qu'il sera donné par une condition. Alors, x va varier dans un voisinage de x0, ça c'est comme avant, hein, mais y va varier dans un voisinage de 0 qui sera défini par une certaine condition, norme de y indice R0, hein, inférieure à quelque chose, hein, un epsilon. Hein. Et du coup, ensuite, en appliquant l'homogénéité, enfin la linéarité par rapport à y, hein, on va passer de l'estimation sur la boule norme de y en norme R0 inférieure à epsilon, hein, en une estimation valable pour tout y. Hein, simplement, on fait le changement d'échelle, enfin, on fait l'homothétie, hein, qui ramène y dans la boule choisie. Hein. Et donc, ce qu'on obtient au total, hein, je vous donne le résultat des courses, hein, c'est que l'application L va être bonne si et seulement si elle vérifie ceci. Donc, ça a un petit peu changé par rapport à la définition de bonne. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est équivalent, simplement c'est plus informatif. Hein. Donc, on contrôle la norme de LXY. Cette fois-ci, vous voyez que si Y s'annule, effectivement, ce côté-là s'annule. Enfin, je veux dire, comme ça devrait, puisque L est linéaire en Y. Donc, on le contrôle à la fois par la norme CR plus R0, ici, mais aussi par la norme CR0 en contrôlant ceci. Puisque dans le voisinage de x0, ceci peut être arbitrairement grand. Enfin, il faut vraiment les deux termes pour contrôler l'application linéaire. Donc voilà. Alors, il y a une variante de ça. Hein, une variante de ça pour les dérivés d'ordre supérieur, c'est-à-dire qu'ici, j'ai B qui serait une forme bilinéaire par rapport à y1, y2, symétrique si c'est une dérivée seconde, mais pour ce que j'écris, je n'ai pas besoin que ça soit symétrique. Et donc, cette fois-ci, cette application va être bonne. Donc, c'est le même principe. Hein. Je prends des voisinages de 0, 0 pour y1 et y2. Hein, j'écris que l'application est bonne en ce point-là. Hein, et ensuite, je me sers d'homothétie pour ramener y1, y2 dans les voisinages appropriés. Et le résultat est celui-là, donc avec de nouveau, enfin, vous reconnaissez, enfin, bon, c'est une sorte de généralisation de la formule qui est au-dessus. Hein, où cette fois-ci, ça devient bilinéaire par rapport aux normes de y1 et y2. Mais ici, donc, j'ai la norme de x qui intervient ici une seule fois, mais avec des normes bornées ici, tandis qu'ici, il n'y a pas de norme de x qui intervient, mais je dois utiliser une norme R plus R0. Voilà. Alors, donc, je peux maintenant énoncer le théorème d'inversion locale. Hein. Donc, le théorème d'inversion, donc je prends deux bons espaces de Fréchet. J'ai une application petit f définie sur un ouvert U de grand E à valeur dans F, et je suppose que cette application est une bonne application de classe C2. Donc le théorème de... Alors j'aurais dû mettre un E, j'ai mis ce mot-là en anglais, je ne sais pas pourquoi. Donc le théorème de Hamilton, hein, me dit que... alors je suppose ici que l'application L, comme j'avais dit dans le slide précédent, c'est en fait l'inverse de la différentielle. Donc la différentielle, c'est une application de U fois E dans F. L'inverse, ça va être une application de U fois F dans E. Il faut voir la variable dans U comme un paramètre, hein, qui est le point où j'inverse ceci. Donc je demande qu'il existe une bonne application linéaire dans la deuxième variable, dans la variable dans F, hein, telle que donc L de x point soit l'inverse de df de x point. Et ceci pour tout x dans U. Alors, hein,
eh bien, on a les conclusions favorables, si j'ose dire. C'est-à-dire que pour tout x0, je peux trouver un voisinage de x0 et un voisinage de l'image tel que f soit en fait, alors au départ, on va juste dire une bijection, mais en fait, l'inverse, donc f-1, alors f était déjà une bonne application de classe C2, et l'inverse sera également une bonne application de classe C2. Donc, ce qu'on appellera un bon difféomorphisme de classe C2. Et si on était parti d'une application de différenciabilité plus élevée, CK, eh bien, la conclusion serait que f-1 est aussi de classe CK. Ça, c'est comme dans le théorème usuel. En fait, c'est parce qu'on a des formules pour les différentiels de l'application inverse en termes de des différentiels de l'application f qui fonctionnent aussi bien dans ce cadre-là que dans le cadre usuel. Alors donc, il y a deux différences qui ont été soulignées en rouge. La première, c'est que j'ai besoin que f soit de classe C2, pas seulement C1. Dans le théorème d'inversion locale usuelle, vous avez seulement besoin il est valable pour des applications de classe C1 avec une différentielle inversible. Là, j'ai vraiment besoin de la dérivée seconde. La deuxième, c'est que j'ai besoin que la différentielle soit inversible, pas seulement au point x0, comme c'est le cas pour le théorème des fonctions d'inversion locale usuelle, mais au voisinage, en tout point de U, mais U est simplement a priori un voisinage de x0. Donc ça doit être inversible sur tout un voisinage de x0. Alors bien sûr, je veux dire, la différence n'existe pas dans le cadre banaschique, puisque si j'ai une application, si la différentielle est inversible en un point, comme les applications inversibles, les endomorphismes, inversibles d'un espace de Banach forment une partie ouverte dans l'espace des endomorphismes, automatiquement, ça sera inversible au voisinage. Donc là, je veux dire, il n'y avait pas de distinction dans le cas banaschique entre ces deux conditions. Par contre, on voit bien que, je veux dire, il y en a certainement une. La preuve, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, avec ce f donne f rond f. En fait, donc cette application, c'est une homothétie. Donc j'ai bien, lorsque R égale l'infini, j'ai diff infini de T, alors ce n'est pas un espace vectoriel, mais en écrivant identité plus phi, phi, ça devient une fonction C infini sur le cercle, avec cette condition qui définit un ouvert, donc c'est un ouvert dans l'espace des fonctions C infini, donc c'est tout à fait le cadre où je suis. Les fonctions C infini sur le cercle, c'est un bon espace de Fréchet, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Cette application f donne f rond f, donc ici, j'avais dit de façon vague que c'était C infini, mais si on regarde, ça sera C infini gâteau. Je veux dire au sens où je l'ai expliqué. Et la différentielle en l'identité, c'est certainement, je veux dire, elle est vraiment inversible, et son inverse, c'est aussi une homothétie, donc elle est aussi bonne que possible. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc le problème, il vient de ce que... donc c'était inversible en l'identité, mais ce n'est pas très difficile. Enfin, de toute façon, il faut bien que ça ne soit pas inversible au voisinage, parce que je sais que les conclusions, comme je l'ai expliqué là-bas, que les conclusions du théorème d'inversion locale sont fausses. Donc il n'y a certainement pas de théorème d'inversion locale que je puisse appliquer. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est que cette application-là, quand f, même si f est extrêmement proche de l'identité en topologie C infini, cette application-là ne sera plus inversible en classe C infini. Donc parce qu'on a des espaces de Fréchet, même ces bons espaces de Fréchet, les applications inversibles ne forment pas du tout une partie ouverte, une petite perturbation, peut vraiment complètement détruire l'inversibilité. Et c'est ça qui se passe dans cet exemple. Donc c'est tout à fait essentiel, de pouvoir inverser la différentielle au voisinage. Alors pour les théorèmes CAM qu'on va démontrer, il y a en quelque sorte c'est pas un truc, mais enfin je dirais une propriété des équations fonctionnelles qu'on regarde, qui permet en quelque sorte, quand on sait inverser au point qui nous intéresse, qui sera l'identité en quelque sorte, de pouvoir inverser au voisinage. C'est pas automatique, mais enfin disons il y a une méthode un peu systématique pour pouvoir inverser la différentielle au voisinage quand on sait déjà le faire
au point central, au point x0 auquel on veut appliquer le théorème. Mais ça vient du type assez particulier des équations fonctionnelles qu'on regarde. Bon, voilà, donc, pardon. Donc là, c'est l'exemple que j'ai développé au tableau, donc je ne vais pas y revenir, mais enfin, c'était juste pour dire, c'est qu'il y a vraiment un problème. Alors, donc le théorème des fonctions implicites, donc j'ai donné un théorème d'inversion locale. Comme toujours, il y a une équivalence formelle, en quelque sorte, entre théorème d'inversion locale et théorème de fonctions implicites. Donc je donne simplement ici ce qu'on démontre, parce que c'est plus simple conceptuellement, c'est le théorème d'inversion locale, et on en déduit le théorème des fonctions implicites. Donc voilà l'énoncé du théorème de fonctions implicites. Donc je prends E, P, F des bons espaces de Fréchet. Alors j'appelle P comme paramètre, c'est pour ça que je donne ce nom. Enfin, il y a 3 bons espaces de Fréchet. Et puis donc j'ai une application dépendant de 2 variables x et p à valeur dans le 3e espace grand F. Donc le domaine de l'application c'est W, une partie ouverte de E fois P. Et donc je suppose, comme dans le théorème d'inversion locale, que ceci est une bonne application de classe CK. Eh bien, donc évidemment, il faut que je fasse maintenant l'hypothèse d'inversion de la différentiabilité de la différentielle. Cette fois-ci, comme d'habitude dans le théorème des fonctions implicites, il s'agit de la différentielle partielle dans la première variable, E, enfin la variable qui se trouve dans E. Donc il faut que je puisse, pour tout P, enfin pour tout xp dans W, inverser la différentielle partielle dans la direction de E de petit f. Donc j'obtiens comme ceci une application qui est linéaire dans la dernière variable, celle qui n'est pas écrite, donc définie sur xp dans W, la dernière variable dans f, à valeur dans E, donc c'est l'application inverse de celle-là. Alors de nouveau, il faut pouvoir le faire sur tout un ouvert. Tout un tout ouvert, et à ce moment-là, si je pars d'un point qui annule f, eh bien je vais pouvoir localement décrire les solutions de l'équation f de xp égale 0 comme un graphe x fonction de g. Donc, c'est-à-dire alors localement, puisque je vais restreindre x à un voisinage de x0 et p à un voisinage de p0. Voilà, donc ça c'est le contexte usuel pour le théorème des fonctions implicites, et avec les mêmes restrictions que j'ai expliquées pour le théorème d'inversion locale, il faut que ça soit de classe C2 au moins, et ici que la différentielle partielle soit inversible sur tout un voisinage. Alors, non, je ne vais pas faire ça maintenant. Ce que je vais faire, donc, je ne vais pas donner la démonstration du théorème d'inversion locale. En fait, j'ai mis en ligne, donc, à part les slides du cours d'aujourd'hui, j'ai mis en ligne sur le site web un petit document de 3 pages, alors qui ne démontre pas tout le théorème, mais qui indique en quelque sorte la partie la plus intéressante de la démonstration. Je vais juste au tableau et avant la pause, puisqu'ensuite je poursuivrai, mais après la pause, indiquer, disons, le départ de la démonstration. Pour le théorème d'inversion locale, c'est-à-dire comment fonctionne, enfin pas comment fonctionne, puisque je ne vais pas faire la démonstration, mais que veut dire le schéma de Nash-Moser dans ce cadre-là. Donc, alors, je vais considérer l'application F qui m'intéresse, donc qui est de classe C2, bonne de classe C2. Je ne vais pas rappeler toutes les hypothèses du théorème d'inversion locale. Je vais me placer en 0. Disons que je peux évidemment supposer, après translation à l'origine et à l'arrivée, que j'ai f de 0 égale 0, et que ce que je cherche à résoudre, c'est résoudre l'équation f de x égale y, pour y, donc ça c'est l'équation que je cherche à résoudre, pour y voisin de 0.
Alors, je vais d'abord écrire ce qui serait l'algorithme lié directement à la méthode de Newton. Hein. Donc, je partirai d'une solution approchée qui, évidemment, ici est x0 égale 0. Ça, c'est la solution approchée qui marche, évidemment, pour 0, mais qui ne marche pas ici. Ensuite, ayant une solution approchée, je regarde l'erreur correspondant à cette solution. Donc, cette erreur, on espère qu'elle devienne de plus en plus petite. Et alors, j'inverse la différentielle. J'inverse la différentielle, et donc dans le cadre que j'ai expliqué, enfin je vais dire avec les notations plutôt que j'ai utilisées, je vais regarder la croix, donc ce qui va être la variation de x à la ligne suivante. Ça sera, donc j'inverse au point xn la différentielle, et j'applique cette inverse au vecteur en. Et finalement, je définis xn plus 1 égale xn plus delta n. Donc ça, c'est Newton. Alors pour Nash-Moser, c'est une petite modification, et pour la démonstration du théorème de Hamilton, c'est une petite modification, mais importante, de cet algorithme. C'est-à-dire qu'on va se servir des opérateurs d'approximation qui n'apparaissent pas ici. Donc on va poser T0 égale E. Tn, ça sera, donc c'est une suite qui tend très vite vers l'infini. Donc ça sera E exponentielle de 3,5 puissance n. Et donc je reprends alors bien sûr le démarrage est le même, ça c'est pas la définition de n est la même. Mais cette fois-ci, donc je vais pour le moment poser, j'appelle ceci delta n tilde, parce que je ne vais pas directement ajouter ce delta n tilde à xn, mais je vais d'abord le lisser. Et le lisser avec le Tn qui apparaît là-bas. Donc S de Tn de delta n. Et finalement, xn plus 1 égale xn plus delta n. Alors, donc ça c'est Nash-Moser. Alors donc, il y a quelques pages d'inégalité à digérer pour arriver à montrer que ce schéma converge. C'est ce qui est dans le document que j'ai mis en ligne. J'indique juste en quelque sorte la partie la plus... Quand on calcule En plus 1, donc je vais appliquer la formule de Taylor-Maclaurin. Donc c'est Y moins F de Xn plus 1. Et donc j'applique, donc c'est Y moins F de Xn plus delta n, quel que soit le... et donc, j'applique maintenant la formule de l'Hermaclaurin. Donc, je vais obtenir Y moins F de Xn plus dF de Xn delta n, le terme d'ordre 1, et un terme d'ordre 2, qui est donc 0,1, 1 moins U d2f de Xn plus U delta n, delta n, delta n, du. Alors, ceci, c'est une formule, je veux dire, une formule que vous connaissez d'une variable réelle, ou enfin, mais ceci étant le seul point qui compte, elle fonctionne tout aussi bien dans le cadre ici, puisqu'on se place, pour l'écrire, dans le sous-espace engendré par Xn et delta n. Donc on est en quelque sorte toujours en dimension finie quand on décrit cette formule. Bon, alors maintenant, comme on a défini, alors qu'est-ce qui se passe par rapport à... Donc,
Si j'étais dans le cadre Newton, hein, en fait, ici j'aurais En, et ici, le terme qui est ici, tuerait exactement, puisque j'ai pris delta n égale L de xn in, qui est l'inverse, hein, le terme qui est ici annulerait celui-là. Donc il ne me resterait plus que le terme quadratique. Hein. Donc j'ai envie de dire, dans le cas de Newton. Si je regarde ce qui m'intéresse, le cadre de Nash-Moser qui est ici, hein, à ce moment-là, on ne va pas tout à fait annihiler ceci, mais on obtient donc un premier terme, donc j'ai envie de l'appeler E', enfin bon, je ne vais pas leur donner de nom puisque je ne vais pas aller plus loin que ça, hein, mais j'ai un terme qui va s'écrire, donc ça va être L de xn, attendez, je ne dis pas de bêtises, pas faire de calcul au tableau. Oui, c'est plutôt df de xn est appliqué à s de tn. Alors, j'ai peut-être une erreur de signe. Non, c'est 1 moins. 1 moins s de tn appliqué à en, non, pardon, à L de xn en. Oui, pardon. Donc, dans le cas de Newton, ici j'avais l'identité, donc ça disparaissait effectivement, plus le reste, enfin c'est-à-dire moins en fait, moins intégrale de 0 à 1, de 1 moins u d2f de xn plus u delta n, delta n, delta n. Voilà. Alors, je m'arrête là en quelque sorte, c'est là que débutent les calculs pour faire les estimations. Mais j'ai ici un terme qui est quadratique en delta n. Bon, avec des estimations, je veux dire, le fait que ce point-là soit variable est contrôlé par les estimations bonnes que j'ai indiquées. Hein, mais l'important, c'est qu'il soit quadratique en delta n. Mais a priori, je perds ici des différenciabilités, puisque vous vous rappelez la façon, quand je regarde la dérivée seconde, il y a des R plus R0. Hein, on perd de la différenciabilité, mais ce n'est pas grave en quelque sorte, parce que justement, cette opération me permet de récupérer la différenciabilité sur delta n. Donc, je veux dire, ça compense la perte qu'on voit ici. Et ici, on a un opérateur d'approximation. Donc ici, c'est seulement linéaire, évidemment. C'est seulement linéaire, mais par contre, comme Tn croît extrêmement vite vers l'infini, d'une certaine façon, c'est en fait intermédiaire entre linéaire et quadratique, disons, approximativement. Bon, je ne vais pas plus loin que ça. Je veux dire, il ne s'agit pas, je suis... Donc, dans le document qui est en ligne, je n'ai pas fait toute la démonstration du théorème d'inversion. Je me suis contenté de montrer que cet algorithme converge. Il faut vérifier que d'abord ça soit défini pour tout n, parce qu'après on risque rapidement de sortir du domaine de définition, enfin, si on n'a pas d'informations. Hein. Donc l'algorithme ici est défini pour tout n et converge, la suite xn converge vers une solution de l'équation f de x égale y. Donc la partie, j'ai envie de dire, la plus signifiante de la démonstration. Ce que je n'ai pas fait par contre dans le document, c'est vérifier ensuite que l'application en question, donc maintenant x fonction de y, que cette application est effectivement une bonne application de classe C2, etc. Là, c'est plus des vérifications assez automatiques et sans grand intérêt, mais enfin qu'il faut quand même faire, bien sûr, pour démontrer le théorème. OK, donc je pense que c'est le bon moment pour faire une pause, puisque donc, dans la deuxième partie, je ferai d'abord une première application du théorème d'inversion locale dans un cadre très simple, mais qui est malgré tout un cadre important, enfin le cadre de la linéarisation des champs de vecteurs sur Tn. Et puis ensuite, une version, en quelque sorte, ce n'est pas la version du théorème CAM que j'ai énoncée,
mais une version un peu plus compliquée, il faut dire, mais avec moins d'hypothèses, qui permet ensuite d'en déduire très facilement le théorème Kahn. Voilà. OK, donc 5 minutes de pause.